Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée. Un monde de bulles, c'est votre émission, c'est la 8e saison qui débute aujourd'hui. Vous allez découvrir plein de nouveautés, notamment à la fin de l'émission, atelier d'artistes. Nous allons chez les auteurs de bande dessinée découvrir leurs pinceaux, l'ambiance, la musique qu'ils écoutent lorsqu'ils créent. Ça, c'est rien que pour vous. Mais sans plus attendre, sans frontières, sans tabou, on va explorer aujourd'hui plein d'univers. Nous allons tout de suite voir Monsieur François Bouc pour sa série Le Janitor. C'est aux éditions d'Argo. C'est parti. Vince fait partie du corps des Janitors, une cellule spéciale des services secrets du Vatican. Dans ce nouvel opus, signé par deux pointures du 9e art, Yves Sante et François Bouc, l'agent Trias va devoir jongler entre les intrigues internes des hautes sphères du Saint-Siège et un groupuscule de rescapés des camps de la mort, bien décidés à se venger. Comme dans les albums précédents, le Janitor nous plonge dans un récit mêlant réel et spirituel. Plutôt que de choisir le point de vue habituel qui est on va le faire selon un aventurier de la CIA ou un aventurier du Mossad, de prendre le Vatican comme point de départ, ça offre un point de vue qui n'est pas seulement celui de la politique ou des échanges de puissance, c'est aussi de prendre le point de vue d'une optique spirituelle. Ce 4e opus aborde l'une des pages les plus sombres du Vatican, le silence de l'Église pendant la Shoah. Vince va devoir partir sur la piste d'anciens criminels nazis tout en continuant de surveiller l'ordre du Nouveau Temple, une société secrète qui inquiète le Saint-Siège. Les vertus de la bande dessinée, c'est justement de pouvoir à la fois s'appuyer sur des éléments documentaires, des éléments visuels, des endroits où on a accès et aussi des endroits où on n'a pas le droit d'aller, ou en tout cas des endroits réservés à une certaine élite. Et donc ceux-là, on peut les inventer. Et parfois, ce qui est intéressant aussi avec la bande dessinée, c'est qu'on les invente et finalement, ça correspond à une réalité. Ça arrive. Le passé de l'agent Trias n'a pas encore livré tous ses secrets, mais on s'en approche cette fois encore davantage avec les morsures du passé. Le frère jumeau de Vince, qu'il croyait mort et enterré, est de retour et a priori, pas du bon côté. L'histoire croise à la fois l'histoire d'un monde dans lequel on baigne et en même temps aussi de notre histoire personnelle. Pour le personnage principal, c'est ça. Donc les deux vont se croiser et la lisibilité, ce qu'on espère faire en travaillant le scénario, c'est d'arriver à la fois à une lisibilité du personnage, donc lui il va à la découverte d'une certaine manière de lui-même, en même temps qu'il va à la découverte d'une lecture du monde. Un second cycle se clôture avec ce nouvel album plein d'action et de révélations pour notre James Bond version séminariste. La qualité du trait de François Bouc est bien sûr au rendez-vous, rigoureux et réaliste pour l'un des meilleurs thrillers contemporains. Il arrive parfois, et oui messieurs dames, que les grands du 9e art ne soient pas dans un monde de bulles. Première raison, ils sont décédés, c'est compliqué. Seconde raison, on les attrape un jour. C'est l'exemple même de Tanino Liberatore, un des grands monsieur du 9e art, un ami d'Alain Chabat, qu'il a même fait tourner dans Astérix et Cléopâtre. Nous sommes allés à la rencontre de ce grand monsieur pour son artbook sorti aux éditions Drugstore, Les femmes de Tanino Liberator. C'est parti. Dans les années 80, le monde de la BD n'avait qu'un nom à la bouche, Tanino Liberator. Le public français découvre son talent et son style hyper réaliste dans les pages de l'Écho des Savanes en 81, à travers les aventures de Rank Xerox, androïde colossal et ultra-violent, dévoué à sa maîtresse dans tous les sens du terme, Lubna. Une saga futuriste aux influences cyberpunk en 3 tomes dans les bas-fonds de Rome, frontale, brutale, un reflet de la société italienne de l'époque aux prises avec le terrorisme des années de plomb. Rank Xerox, c'est vrai que c'est violent, mais il faut dire que la réalité qu'on vivait à l'époque en Italie, c'était différent par exemple, de la violence américaine. La violence italienne, c'était un peu plus politique, c'était pas la violence des ghettos américains. Mais bon, Rank Xerox, c'était un peu tout mélangé. C'était un peu le rêve américain et la réalité italienne. J'ai fait le deuxième album en 82, j'ai commencé le troisième en 84. En 86, il y a Stefano qui est mort. Parce qu'entre-temps, on n'avait fait plus rien. Et après, je l'ai fini en 96.
parce qu'une génération est passée à travers. À ses débuts, Rank Xerox est scénarisé par Stefano Tamburini. Mais à sa mort, Liberator jettera les pinceaux. C'est une rencontre avec Alain Chabat lors d'une interview pour RMC qui suggère à l'artiste de se pencher à nouveau sur l'anti-héros le plus célèbre du 9e art. Il était un fan de BD, il connaissait Rank Xerox et il m'avait montré dans cette interview que c'était vraiment génial quand il me l'a fait, qu'il avait compris parfaitement le personnage. Il aimait bien. Alors, quand j'ai décidé de continuer pour terminer le Rank Xerox, la personne qui plus m'est venue à l'esprit, c'était Chabat, parce que je savais qu'il aimait le personnage et qu'il n'aurait pas fait des choses pour lui, mais pour le personnage. Et ça a été un peu naturel. La collaboration s'est poursuivie et bien au-delà de la BD. J'ai quand même fait l'acteur d'un Didier. Je faisais le supporter de football italien et ça c'était très facile pour moi. J'ai fait quand même les costumes de Cléopâtre, Astérix et Cléopâtre. On peut la refaire 2547e. Finalement, Dominique Farrugia n'est pas Cléopâtre. Comment ça? Mais c'est un rapport d'amitié, dans le même temps aussi d'estime réciproque. La femme, voilà la quintessence de l'œuvre de Tanino Liberator. La femme sous toutes ses coutures, ses formes et ses courbes. Une preuve de plus avec cette réédition sortie chez Glénat, lascivement baptisée Les Femmes, une compilation de 168 pages largement enrichie d'inédits. On y redécouvre toute la maîtrise technique de l'artiste, à l'encre, l'acrylique, le crayon ou le numérique. On y retrouve les fantasmes du maître de l'érotisme et son goût pour la provocation. Moi, je dessine les femmes parce que j'aime bien et dans le même temps, j'ai un rapport un peu étrange avec. Moi, je crois que tous les hommes, ils ont un peu peur des femmes à un moment ou l'autre. Et quand je les dessine, c'est pour avoir un contact un peu plus fort que moi, vu que c'est moi qui décide. Mais dans la réalité, c'est eux qui gagnent toujours. Les femmes que je dessine en général, c'est des femmes très fortes, même physiquement. Et essentiellement, je ne le fais pas exprès. Parce que j'ai ma façon de dessiner. Toujours, c'est un peu instinctif, c'est un peu viscéral. Alors, les choses qui sortent, c'est vraiment les choses que peut-être j'ai des dents sans le savoir. Disons, le 90% de mes dessins et de mes femmes, ils sont dans ma tête. Alors, je n'utilise ni photo, ni modèle. Alors, c'est sûrement, c'est fantasme, peur, tout. Et tout, c'est des choses qui j'ai à l'intérieur, c'est sûr. Mais et que je ne maîtrise pas du tout. Alors, chaque fois, il ressort à sa façon. Dans un autre ouvrage, à ne pas mettre entre toutes les mains, Liberator illustre les mots de Guillaume Apollinaire. Les 11 000 verges, roman pornographique de 1907, ou les tribulations sexuelles, le plus souvent sadiques, d'un prince roumain. Un texte d'une perversité sans commune mesure. Sincèrement, je croyais d'avoir dessiné des choses dures, mais une fois que j'ai lu le bouquin d'Apollinaire, je suis vraiment un enfant de cœur par rapport à ça. Et ça m'a troublé, le premier impact avec le livre. Parce que c'est très dur, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dessinées, moi. Tanino Liberator n'en finit pas de jouer avec le sexe, la violence et la force, toujours à travers le vecteur qu'il dépeint le mieux, les corps. Et hop, eh oui, on fait des effets spéciaux. C'est une année exceptionnelle, je vous l'ai dit. Les moyens ont été décuplés pour un monde de bulles pour cette 8e saison. En tout cas, on va maintenant changer de continent, direction le Japon, avec une rencontre exceptionnelle. Un auteur qui se fait très rare dans ses interviews, Motoro Mas. Il a créé notamment la série Ikigami. Très belle rencontre signée Nicolas Béard. Fujimoto est un livreur d'un genre un peu particulier. C'est un livreur de mort. Son travail, délivrer l'ikigami, un préavis informant son destinataire qu'il ne lui reste que 24 heures à vivre. La raison, la loi de sauvegarde de prospérité nationale éliminant arbitrairement une personne sur 1000 sous couvert de contrôle de natalité et de productivité. Je me rappelle avoir assisté aux attentats du 11 septembre, en direct à la télé. À travers la télévision, j'apprenais au fur et à mesure le nombre de morts, les victimes des attentats. J'avais l'impression que ces vies humaines et ces morts étaient réduites à des informations, à des chiffres. J'étais très mal à l'aise parce qu'il y avait un décalage entre ce que je ressentais devant ma télé et la manière dont c'était ressenti là-bas par les victimes. C'est ce jour-là que j'ai eu l'idée de travailler à une série qui parlerait de la valeur de la vie.
こういう着想を得ました。 Le manga de Motoru Mase s'attache aux dernières heures des condamnés, de ces élus de la nation, à leurs ultimes actions avant l'inéluctable, comme à leurs regrets. Je n'ai pas fait Ikigami uniquement pour dénoncer les sociétés fascistes. Beaucoup de personnes acceptent la mort, qu'elle arrive par accident ou par maladie par exemple. Mais dans Ikigami, ce n'est pas ce type de mort. Une mort imposée par la société, c'est beaucoup plus difficile à accepter. La bonne marche de la société et le bonheur de l'individu sont deux choses très différentes. Si une société fonctionne correctement, cela ne veut pas nécessairement dire que les individus qui la composent y sont heureux. Beaucoup de gens s'habituent à cet état de fait. Beaucoup de gens tentent aussi de réagir, mais peu d'entre eux agissent vraiment. C'est ce dilemme, cette contradiction que j'ai voulu montrer dans Ikigami. À travers les états d'âme de Fujimoto face à l'implacable loi, Motoru Mase livre sa vision de l'intérêt général et ses craintes d'une société fascisante et d'une population indifférente à l'arbitraire de ses gouvernants. Plus il apprend son métier et plus il a du mal à le faire. Sa conscience le rattrape, mais en même temps sa carrière progresse. Il s'habitue petit à petit à son métier. Donc Fujimoto lui aussi est en plein dilemme. Il ne va donc pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Je ne peux rien vous dévoiler pour le moment, mais la personnalité de Fujimoto va continuer d'évoluer au fil de la série. Plus le récit avance et plus monte la révolte de Fujimoto. Déjà 8 tomes de cette série d'anticipation éditée par Kazé, le manga continue de cartonner au Japon où il a même été adapté sur grand écran. Huitième saison d'Un monde de bulles, un peu plus de 1200-1300 auteurs, dont certains sont revenus à plusieurs reprises. On peut dire que ce sont mes porte-bonheur. Olivier Grenson en fait partie. Il nous a souvent parlé de Niklos Koda, sa série Fétiche. Il nous revient avec un album, un diptyque, beaucoup plus dans l'intimité, la douceur de l'enfer, toujours aux éditions du Lombard. C'est le premier tome qu'il va nous présenter en attendant le deuxième qui sortira en février 2012. C'est parti. Depuis 1948, la Corée est coupée en deux de part et d'autre du 38e parallèle. Au cœur de la guerre froide, la péninsule concentre toutes les tensions et l'antagonisme des deux blocs. Jusqu'en juin 1950, lorsque les troupes du Nord soutenues par Mao et Staline envahissent le Sud, défendu par les forces occidentales. Le conflit durera 3 ans et fera 2 millions de victimes, civiles et militaires. C'est lors d'un voyage, d'un trajet le long de la frontière, la fameuse DMZ, que le dessinateur Olivier Grenson décide de se plonger, seul, dans cette période. J'ai fait des croquis dans un carnet toute la journée sur cette frontière assez incroyable que je ne connaissais pas. Et je voulais faire au départ un carnet de voyage. Alors j'ai commencé à m'informer, à trouver des éléments d'information sur la Corée du Nord, pays très fermé, pays considéré par les Américains comme l'axe du mal, et puis sur la guerre de Corée, qui est une guerre dont on ne parle jamais. Et j'étais un peu intrigué justement de savoir pourquoi on ne parlait jamais de cette guerre, pourquoi on parlait toujours de la guerre du Vietnam, la guerre 40-45 ou la guerre 14-18. Et donc voilà, de fil en aiguille, en cumulant les informations, j'ai commencé à créer des personnages. En revenant au pays, Olivier Grenson reste hanté par les deux Corées et leur histoire. Il décide de prendre son temps pour raconter le destin coréen à travers celui de Billy, un jeune américain qui part récupérer les restes de son grand-père, disparu au front 60 ans plus tôt. C'est ça qui est bien justement, c'est d'avoir un regard extérieur, de ne pas être directement impliqué dans le conflit pour justement poser un regard peut-être singulier, différent. Mais surtout, je ne voulais pas que la guerre de Corée soit le sujet principal. Il fallait que je rapproche de moi les personnages que j'allais développer. Et puis, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir
peut-être à l'instar de mon regard sur la Corée, d'avoir un jeune personnage, bon, en fait Billy Summer, qui a une trentaine d'années, qui vit à San Francisco et qui va repartir malgré lui sur les traces de son grand-père qui est mort à la guerre de Corée. Et je trouvais intéressant de confronter deux pays aussi différents que les États-Unis, première puissance mondiale, et la Corée du Nord, pays communiste et complètement fermé sur le monde. C'est une fuite sur les traces du passé. La fuite de cette relation qui se meurt avec Émilie, la fuite des traumas de l'enfance et de leurs secrets, c'est aussi la quête d'une vérité loin de l'histoire officielle, la vérité sur la destinée de son grand-père et sur sa mystérieuse disparition. J'aimais bien d'amener le personnage principal, Billy Summer, qui est neutre et qui va, comme moi, s'interroger sur cette histoire. Et surtout, grâce à Billy Summer, j'allais aussi pouvoir dévoiler des sujets qui m'intéressent, des fractures que j'avais envie de développer et finalement donner au récit une approche peut-être plus universelle. Olivier Granson se révèle habile scénariste et fin dialoguiste sur cette histoire prévue en diptyque. Son expérience et ses collaborations avec Jean Dufaux sur la série Niklos Koda ou avec Denis Lapierre sur La Femme Accident n'y sont évidemment pas pour rien. Olivier Granson fait revivre cette guerre oubliée. Le travail le plus important, c'était d'arriver à donner de la cohérence sur l'ensemble de l'histoire, assez longue, assez compliquée, parce que je voulais une histoire aussi où les récits s'entrecroisent, se confrontent, s'entremêlent, une histoire un peu à tiroir. Et donc je ne voulais pas non plus me perdre dans toutes les méandres de mon récit. Et donc voilà, je voulais trouver vraiment une intention du début jusqu'à la fin qui était respectée, qui était dans la logique des personnages. Et donc le squelette s'est construit assez rapidement. Le gros du travail, le plus difficile pour moi, c'était vraiment de mettre de la chair sur ce squelette. Et à plusieurs reprises, j'ai eu envie de faire appel à Jean Dufaux ou à Denis Lapierre, justement pour creuser les personnages plus loin, parce que je me rendais compte qu'ils ne fonctionnaient pas, ouais, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas abouties. La psychologie des personnages, surtout, n'était pas très cohérente. Puis finalement, je me disais, ouais, non, il faut que je continue à travailler si je veux que ce soit vraiment mon histoire, mon récit de A à Z. En tout cas, que les personnages, ce soient vraiment les miens. Toi qui es là, dans ton téléviseur et même devant, c'est plus simple pour regarder la télé, je vais t'offrir la nouvelle chronique La Monde de Bulle, chose promise, chose due, atelier d'artistes. Nous allons chez les auteurs de bande dessinée. Le premier, c'est Johan, qui nous a accueillis à Nantes, dans une sorte de friche industrielle pour nous présenter le tome 52 des aventures de Spirou et Fantasio. Et oui, monsieur est le nouveau dessinateur officiel. C'est parti. Bienvenue chez moi, la Spirou Factory. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la salle de jeu. En bas, c'est le terrain de badminton. J'aime beaucoup travailler avec le porte-mine, comme ça, avec une mine bleue pour faire mes mises en place de croquis. Ensuite, j'affine avec un simple critérium gris 2B. Et après, pour l'ancrage, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai, mais j'ai une particulière affection pour le pinceau, notamment les pinceaux à Winsor & Newton, ou Isabey aussi. Isabey, super marque de pinceau. Et un numéro 8. Référence 6225, ici. C'est la bombe atomique des pinceaux. La méthode de travail, c'est-à-dire crayonner d'abord, ancrage à la suite, c'est quelque chose, c'est mieux de le faire dans la foulée, quoi. Pour être vraiment efficace, c'est au moins 8 heures par jour. Le matin, c'est bien pour faire de l'ancrage. Parce que l'ancrage, il n'y a pas besoin d'être super réveillé pour ça. Au contraire, d'être dans un état un petit peu semi-endormi, c'est pas mal parce qu'on
on laisse la main aller, on réfléchit moins, on est plus sur un ressenti, quoi. Par contre, le crayonné, c'est là où il faut mettre le plus de jus qu'on a, d'énergie, et là c'est mieux le soir, enfin l'après-midi, soir, c'est bien, on est à fond dessus, quoi. J'ai mes voisins de bureau qui font tout autre chose aussi et qui se demandent mais quelle est cette bête curieuse qui vient avant que nous on arrive. Il est là et quand on repart, il est toujours là. Et puis il a l'air de faire des trucs bizarres, des dessins et tout. C'est bizarre ce personnage avec un petit calot rouge, on l'a déjà vu quelque part. C'est pas lui qui fait ça, ça se fait pas ici ça. Pour moi, Spirou, c'est ça qui est super, c'est que c'est une école toujours. J'apprends toujours, toujours beaucoup de choses finalement, à travailler mieux, plus vite, plus efficacement, avec un résultat meilleure qualité à chaque fois. Donc j'apprends beaucoup de choses là-dessus. J'ai pas été pris sous le bras par un professionnel qui m'a appris le métier, j'ai été obligé de faire les choses moi-même. Donc il y aura toujours un petit côté un peu rebelle qui fait que on est moins dans une espèce de tradition artisanale justement dans Spirou. Un dernier mot. Marsupilami. Oups. Oh merde, je me prends la procès. C'est la fin de votre émission. Un monde de bulles. Toutes les infos, vous le savez, c'est le jeudi matin, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon profil personnel, sur un réseau social en bleu qui veut dire le livre des visages, mais dont je n'ai pas le droit de dire le nom grâce au CSA, mais vous avez reconnu. Enfin, cette émission, avant de partir en musique avec Hubert Mounier, je voudrais la dédier à un ami qui nous a quittés il y a quelques semaines, Gilles Chaillet. Il allait rejoindre les empereurs et les Romains qu'il aimait tant nous conter sur ce plateau. Ciao Gilles, et puis amuse-toi bien là-haut dans la Rome que tu aimais tant. Ciao les enfants, et à la semaine prochaine. Une mélodie nous bercera, le paradis est presque là. La Maison de Pain d'Épices, c'est le 3e album solo d'Hubert Mounier alias Clyde Boris, ancien leader swingant de l'affaire Louis Trio, sympathique artisan de la pop française des années 80. Clyde Boris, ou plutôt Feu Clyde Boris, car en même temps que l'album, Hubert Mounier en sort un autre, en case et en bulle celui-ci, 112 pages pour solder ses comptes avec son vieil alter ego et les blessures du passé. Un autre album donc, lui aussi, en solo. J'aurais peut-être pu me faire aider, mais le projet était aussi excitant parce que je pouvais dire des choses que j'avais jamais pu dire auparavant. Parce que ce qu'on peut dire à la radio ou même dans ses chansons, c'est jamais forcément aussi authentique que ce que je pouvais me permettre dans la BD. Donc travailler seul m'est paru comme une évidence. Avec Journal d'Indice, qu'on plonge dans les méandres de l'esprit d'Hubert Mounier. Dans ses souvenirs, de l'affaire Louis Trio à sa passion pour la BD, Spirou, Tintin ou Tarzan. Là, une chanson hommage à un de mes personnages favoris, Tarzan. Je me suis glissé dans sa peau, mais pas dans son slip. Et dans des moments plus durs aussi, comme son combat contre l'alcool ou la mort de François Lebleu, alias Branco Junior, membre de l'affaire Louis Trio, décédé en 2008 d'une attaque cérébrale. Ça frise un peu l'auto-analyse, donc j'ai essayé d'avoir un curseur qui était lié à l'humour. L'humour permet de parler de choses souvent très graves, donc c'est juste par une case ou un petit clin d'œil qu'on va évoquer des enfants morts, par exemple, avant la naissance de Justine, ou le décès d'un ami proche. Ben, ces choses-là, je ne pouvais pas vraiment faire l'impasse, et donc c'était une façon d'aller au bout de l'être humain qui se cache derrière l'artiste, en fait. Parce qu'on peut parler de choses sérieuses comme arrêter l'alcool en 3-4 cases, alors que j'aurais pu écrire chez Robert Laffont mes 300 pages d'ennui mortel pour raconter comment j'ai arrêté. Voilà, donc la BD, ça offre aussi cette légèreté. Mais c'est avant tout la création de l'album que l'on suit au fil des pages. La chronique d'un enregistrement loin du monde, dans sa maison en Ardèche. On y découvre l'apport sur l'album de Benjamin Biolay qui le délaissera, un temps happé par son propre succès. Son amertume aussi de l'industrie musicale, illustrée par son procès au prud'homme avec son ancienne maison de disques. De ce conflit naîtra d'ailleurs la chanson « La Maison de Pain d'Épices ». La Maison de Pain d'Épices, c'est pour moi un des contes les plus cruels qui soit, parce que
Ces enfants sont affamés, perdus dans la forêt, et ils trouvent la maison pleine de gourmandises qui va leur sauver la vie, sauf qu'elle est tenue par une horrible sorcière. Et j'ai un peu l'impression que c'est une métaphore de la société du divertissement, où on peut être aguichant au maximum, quitte à frôler la vulgarité, mais on finit toujours dévoré par la sorcière, parce que c'est une industrie du spectacle qui marche plus à l'argent, au succès, qu'à la qualité. Donc c'était une façon de dénoncer ce que moi je trouve dommageable pour la création en général. Sur ce projet-là, je pensais que c'était une bonne chose de montrer aussi le côté un peu noir d'une vie d'artiste, en fait. Hubert Mounier se raconte donc, et sans fausse pudeur. Journal d'un disque est un savoureux solde de tout compte, la chronique drôle et touchante d'une sérénité enfin atteinte et d'une fibre mélodique retrouvée. Scared in case I fall off my chair.